Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Conférence d'Alger sur les crimes coloniaux, la parlotte face au déni. C'est sur proposition du Togo, en février 2025 à Addis Abeba, que l'Union africaine avait adopté une résolution historique qualifiant l'esclavage, la déportation et la colonisation de crimes contre l'humanité et de génocide à l'encontre des peuples d'Afrique et donc décidé d'organiser un événement continental tournant dans les capitales africaines sur les crimes du colonialisme en Afrique. Mais selon l'APS, Agence Presse Service, l'agence algérienne, et les médias algériens, ce serait le président Tebboune qui aurait été l'initiateur de cet événement, puis qui aurait demandé à l'organiser à Alger et même pris l'initiative de la thématique 2025 de cet événement. Je cite, « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations. » Fin de citation. Curieuse titraille, revendiquée pour un président qui fait feu de tout bois dans le fonds de commerce mémoriel et qui avait déclaré publiquement que l'Algérie ne cherchait pas de réparation, mais la reconnaissance officielle par l'État français de ces crimes coloniaux. Je le cite, « L'Algérie n'attend pas des compensations financières de la France, mais une reconnaissance morale pour ce qui s'est passé durant la colonisation, durant laquelle 5,6 millions d'Algériens ont été tués. » Fin de citation. La conférence est donc tenue à Alger sans plus de retentissement. Des représentants de second ordre généralement, des discours lénifiants entre conférences clairsemées dont les parterres étaient majoritairement constitués par les habituels picassiettes des relais politiques ou boulitiques, comme on dit en Algérie, du système algérien. Avec nous pour en parler, Dr Hassan Hayresh, analyste politique, docteur en économie, et Théophile, notre confrère Théophile Kouamouo, journaliste. Merci d'être avec nous pour la première fois, Théophile. Merci de m'inviter. Merci. Merci Hassan Hayresh d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je salue tous les spectateurs. Je remercie votre équipe et je salue votre invité Théophile avec lequel je vais donc avoir le plaisir de débattre. Ce sera, je n'en doute pas, un vrai plaisir, en effet. Alors, je vais commencer par vous, Théophile Kouamouo. Vous êtes journaliste. Oui. Vous êtes donc... mais je vous demande de me répondre très franchement, et vous ne vous attendiez pas à cette question, je ne vous l'ai pas posée avant, hein, je rassure nos téléspectateurs. Vous êtes journaliste, vous suivez de très près l'événement africain, vous animez même une émission sur l'Afrique, dont on nous dit, un peu comme notre titre, décryptage, qui s'appelle « Décrypter l'Afrique ». Et dont on nous dit qu'elle est très suivie, malgré son peu de moyens, hein, pour dire les choses. Alors la question que je voudrais vous poser, vous le journaliste très bien informé, franchement, est-ce que vous avez entendu parler de cet événement d'Alger? Non, je n'ai pas entendu parler de cet événement d'Alger avant qu'on évoque cette émission et que je la prépare. Il a eu un retentissement plutôt faible.
en dehors des frontières de l'Algérie, y compris à l'intérieur de l'Afrique. Alors je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas, peut-être que, bon, disons, ce sont les moyens d'en faire la publicité qui ont été faibles, ou alors l'implication des diplomaties des autres pays africains a été minimale, mais globalement, j'en ai pas. Ça n'a pas fait les grands titres en la presse africaine. En Afrique subsaharienne. Hassan, même question. Vous qui suivez de très près l'actualité algérienne, vous avez semblé étonné quand je vous ai annoncé le titre de l'émission à laquelle je vous conviais. Oui, tout à fait. Malheureusement, je n'en avais pas entendu parler. Donc, c'est après votre coup de fil que j'ai regardé la presse et j'ai vu les comptes rendus dans 3-4 journaux algériens et aussi dans le Courrier international. Très bien. Alors, nous allons écouter d'abord Monsieur Tebboune. C'est pas encore prêt. D'accord. Alors, question à vous deux. En Algérie, Théo, je vais vous faire une petite synthèse très brève. Ceux qui ont pris le contrôle du pays en 1962 à l'indépendance, généralement c'était des embusqués dans l'armée des frontières, comme on dit. Et ils auraient même été aidés par la France coloniale à prendre le pouvoir sur le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui était censé prendre le pouvoir et préparer donc l'après-colonialisme. Il y a eu un véritable coup d'État, un coup d'État armé. Ils ont tiré sur les combattants de l'intérieur à coups de canon. Et il y a eu des centaines de morts, et le pouvoir a été donc pris par la force. Et ce fut l'acte fondateur de l'actuel système, qui aujourd'hui à la tête du pays encore. Il n'y a que les hommes qui changent, mais le système est le même. Or, depuis 1962, le fonds de commerce mémoriel, comme disait Macron, la rente mémorielle, elle n'a jamais cessé. Alors ce régime a poussé le bouchon encore plus. Il a corrompu les authentiques combattants, parce qu'ils sont de deux sortes. Les authentiques qui sont très très rares, et les faux moudjahidines, comme on dit, qui sont à peu près 80% de la masse qui est considérée comme anciens combattants. Et il a même corrompu les enfants des martyrs, de ceux qui sont morts pour ce pays. Et ils en ont fait une sorte de rempart entre le peuple et le régime. Et comme le peuple aime beaucoup, il a beaucoup de respect pour ceux qui ont chassé le colonialisme, pour ceux qui ont sacrifié leur vie à ce pays, c'est devenu presque difficile de s'attaquer à ce régime au point où aujourd'hui, les opposants sont considérés comme des harkis, des collabos. Vous voyez un peu, je voulais vous expliquer ça. Et ce régime n'a jamais cessé d'utiliser ce fonds de commerce mémoriel. Il en a fait feu de tout bois. Et maintenant, voilà qu'il passe à une autre étape. Depuis le fonds de commerce mémoriel au niveau local, voilà qu'il étend le même fonds de commerce au niveau continental et qu'il tente d'en prendre la direction, ne serait-ce que selon notre ministre des Affaires étrangères et le président de la République. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette tendance à l'exploitation de la mémoire ? Alors, d'un point de vue général, l'Afrique a détesté être colonisée. L'Afrique a mal vécu ces siècles de domination. Et la profondeur de l'amertume, elle est sans fond. Parce que c'était des siècles de néantisation qui ont suivi d'ailleurs la période esclavagiste, ce qui fait que dans certains cerveaux, quand vous parlez à des paysans au fin fond du Cameroun, ils ne distinguent même pas la période de l'esclavage transatlantique et la période du colonialisme, parce que le colonialisme, c'est aussi le travail forcé, c'est-à-dire l'esclavage temporaire. Donc les gens ont mal vécu la période coloniale. Et il y a eu Alors l'Algérie, elle est particulière. C'est un pays où, finalement, celles et ceux qui ont réclamé l'indépendance ont réussi à l'arracher, à le gouverner, même si il y a eu des jeux internes pour qu'une certaine frange prenne le pouvoir plutôt qu'une autre qui était peut-être plus pure, entre guillemets. Mais ailleurs, dans d'autres pays, en fait, ce sont les
perpétuateurs du colonialisme, les agents du néocolonialisme qui ont pris le pouvoir, et pendant la longue période de glaciation du parti unique, les héritiers de la mémoire des luttes coloniales, ils ont été contraints au silence, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans de nombreux pays comme ça, où ceux qui n'avaient pas la légitimité ont gagné. On a tué les mémoires des luttes et elles ont ressurgi dans les années 90, puis dans les années 2000. Et avec la génération actuelle, la fameuse génération Z, c'est une génération qui est à la recherche de son histoire, de son passé, qu'elle soit en Afrique ou dans la diaspora. Et effectivement, c'est un puits sans fond et c'est une ressource politique. En ce moment, actuellement, on parle de seconde indépendance en Afrique, notamment au Sahel, et bon, bien entendu, ça mobilise les foules. Aujourd'hui, c'est une sorte de condamnation politique à vie que d'être considéré comme un agent ou un proche de la France, dans toute l'Afrique subsaharienne francophone, dans l'Afrique francophone en général. Et donc, forcément, les autorités algériennes s'en rendent compte et peuvent l'exploiter parce que nous sommes dans un temps nouveau des relations inter-africaines ou intra-africaines. Il y a 25 ans, à l'époque de Thabo Mbeki en Afrique du Sud et d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie, c'était les moteurs de la reconstruction de l'unité africaine, de la fameuse Union africaine. C'était les deux pôles nord-sud du continent qui étaient idéologiquement en avant dans ce qui apparaissait comme une volonté de reconstruire l'Union africaine avec, bien entendu, Muammar Kadhafi aussi en Libye. Aujourd'hui, en fait, le champ est libre. Il n'y a plus de légitimité. Il n'y a plus personne qui peut incarner une forme de légitimité du combat panafricain. Et il se trouve que sur le terrain des affaires, c'est-à-dire du business, le Maroc a pris le pas sur l'Algérie. C'est-à-dire le Maroc qui n'est pas considéré comme une puissance vertueuse ou comme une puissance qui a un discours à porter sur le continent, en fait, il porte ses banques, ses sociétés d'assurance, son négoce. Et le Maroc a une véritable profondeur, surtout sur l'Afrique de l'Ouest, il me semble. Oui, le Maroc désenclave de nombreux pays, notamment via Royal Air Maroc, qui est une des rares compagnies à aller dans les tout petits pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, à partir de ce moment, la légitimité politique, entre guillemets, perd pied par rapport au pragmatisme des affaires. Et reconvoquer la mémoire des luttes, c'est aussi essayer de se redonner une légitimité et marcher sur les pas des devanciers. Et réécrire ces mecs Algérie are great again. Est-ce qu'il y a une véritable prise de conscience dans les jeunes générations qui n'ont pas connu le colonialisme et qui ne l'ont pas connu, ça veut dire que ça ne date pas d'hier, oui, les libérations. Donc c'est un peu loin pour la mémoire. Ça ne date pas d'hier pour l'Algérie, mais pour les pays qui ont été pris entre les griffes de la France-Afrique, c'est-à-dire de ces pouvoirs qui ont été déterminés à partir de Paris et où l'armée française ainsi que le franc CFA ont posé une sorte de férule de ces pays, la mémoire, les luttes sont toujours en cours. Et la France-Afrique, elle est toute fraîche, quoi. Voilà. Et donc, il y a toujours l'amertume post-coloniale. Et, bien entendu, ça joue bien entendu. Et alors, est-ce que ça pourrait être une bonne stratégie que de se poser, finalement, en puissance idéologiquement... en champion de cette cause, quoi. Oui, mais je ne suis pas sûr que ça marche bien. La preuve, c'est que la conférence dont on parle n'a pas eu l'impact escompté. Absolument. Parce que aussi, il n'y a pas que le fait de tenir une réunion, il faut le faire connaître, il faut avoir des médias d'influence, il faut Ce qui n'est vraiment pas le fort du système algérien, il est très mauvais en diplomatie et il est très mauvais en communication. Manifestement, puisqu'on n'a pas vu. Hassan ? Oui, je pense que vous avez bien fait de rappeler le coup d'État de 1962 qui a été perpétré par le tandem Bouharouba-Boumediene avec Ben Bella et qui, effectivement, avec violence, ont pris le pouvoir et ont chassé le GPA qui était le gouvernement provisoire algérien qui était légitime à ce moment-là et qui était en train d'organiser une assemblée constituante. Au moment où des parlementaires de tout le pays
se réunissaient pour rédiger une constitution, Ben Bella Boumediene arrive en leur disant « ça y est, on a une constitution ». Elle a été rédigée par 4 juristes dans un cinéma. Et donc, ils arrivent, ils ont arrêté les travaux. Il y a eu des arrestations, Boudiaf, je ne sais plus qui d'autre encore, Aït Ahmed qui s'est soulevé. Et donc, c'était un petit peu le début du chaos. Et après, M. Benchenouf, vous avez entièrement raison de dire qu'il y a tout de suite eu récupération du combat libérateur, qui est évidemment une épopée dans la configuration, on va dire, de l'époque, coloniale de l'époque, un peuple qui se soulève et qui se libère après plus de 7 ans, 7 ans de guerre sans merci, et puis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, génocide, qui se sont succédés pendant ces 7 ans et demi, et qui rappellent évidemment le 19e siècle, qui était encore au moins aussi sanglant, sinon, de mon point de vue, beaucoup plus que ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe, et M. Benchenouf, vous le soulignez avec justesse, le groupe qui a pris le pouvoir à ce moment-là, c'était un groupe qui n'a pas tiré une seule balle contre l'armée française. Ils étaient soit au Caire, soit, pour la plupart d'entre eux, à Oujda, c'est-à-dire sur le territoire marocain, et en Tunisie aussi, effectivement. Et constitué aussi globalement d'officiers déserteurs de l'armée française. Absolument. Et donc, ils étaient là, ils ont ramassé les armes qui devaient transiter par la Tunisie, surtout par le Maroc, vers les maquis, pour armer les maquisards, eh bien, ils les stockaient. Ils les gardaient pour l'armée des frontières. Et évidemment, à partir de ce moment-là, ils ont fait une guerre verbale. N'ayant pas fait une guerre armée contre le colonialisme, à partir de 1962, une guerre verbale contre la France. C'est-à-dire, ils vont avoir une posture, une allure de grands militants, etc. Et ils ont inventé un fameux slogan qu'on retrouvait sur tous les frontons des institutions, même sur les camions de l'armée, « Un seul héros, le peuple ». Oui. Pourquoi? C'était pour effacer les vrais héros. Oui. Les Abad Ramdan, les Amir Rouch, les Mahidi, les Ben Boulaïd, etc. Donc, les effacer de l'histoire à offrir aux enfants et dire « ouais, non, tout ça, en gros, ça n'a pas existé ». Et c'était, Hassan, pendant l'été 60 de la crise 62, oui, que Boumediene et ses sbires avaient recouru à certains vrais maquisards de la Casbah qui les avaient rejoints, qui les avaient ralliés, pour inscrire ce fameux slogan sur les murs d'Alger, oui, pour discréditer ceux qui contestaient la mainmise de l'armée des frontières. Oui. Et donc, je continue mon idée, merci pour la parenthèse. Oui. Donc, en fait, on va se retrouver avec cet état d'esprit. C'est-à-dire que toutes les franges de la population qui n'avaient pas participé directement ou indirectement à la guerre de libération nationale, eh bien, ils vont avoir une posture de, soi-disant, nationalistes. Ils ont un discours montrant que en fait c'est eux carrément qui ont fait la guerre. À titre d'exemple, et c'est un drame national aujourd'hui, je veux dire au niveau de la psychologie sociale, c'est un drame qu'a vécu le peuple algérien et qui n'est toujours pas réparé. 2 colonels célèbres qui ont donné toute leur vie avec abnégation et qui sont morts en opération, en l'occurrence le colonel Amir Rouch et le colonel Sihouas, et le Boumediene, président, a demandé à ce que discrètement on déterre leurs corps et qu'on les mette dans les sous-sols de la gendarmerie à Alger. C'est-à-dire ni vu ni connu, on ne savait plus
où ils étaient Au enterrés. moment où les Algériens cherchaient leur sépulture. Voilà. Personne ne savait où Donc ils étaient. non seulement Ils ont été pris en otage. voilà, non seulement deux géants de la révolution algérienne ont été sans sépulture, mais en plus, on a emprisonné leurs cadavres. Donc un scandale que, de mon point de vue, qui n'existe nulle part dans le monde. En tout cas, personnellement, je n'en connais pas. Je ne sais pas s'il y a eu des cas similaires au Cameroun. Et donc, on assiste effectivement à une récupération politicienne de la guerre d'indépendance sur le dos des maquisards. D'ailleurs, un commandant de la LN, en la personne de Bessaoud Mohandarab, a écrit un petit livre, mais dont le titre est totalement évocateur, Heureux les martyrs qui n'ont rien vu. Donc, à ce titre seulement, ça donne un aperçu de ce qui s'est passé dans la guerre et de la récupération du colonialisme et des victimes du Absolument. colonialisme. Et je rappelle aussi, en 1985, quand les Algériens ont créé une Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui a été présidée par le célèbre avocat Abdenour Ali Hia, et qui était un cadre éminent pendant la guerre de libération nationale, et était un des fondateurs du syndicat algérien, l'UGTA, et du journal El Moujahid. Eh bien, non seulement ils ont tous été arrêtés, mais en plus, il y avait l'association des fils du Shahid. De martyrs. De martyrs. Et donc, qui soutenait cette ligue, et donc, qui allait, parce que chaque année, officiellement, des officiels du FLN, etc., allaient déposer une gerbe de fleurs sur les monuments aux morts pendant la guerre de libération, etc. Les fils du Shahid se sont constitués en association, et ils allaient donc déposer eux-mêmes des gerbes de fleurs donc à la mémoire de leur père. Eh bien, ils ont été arrêtés, emprisonnés, et donc interdits d'honorer, servir du fonds de commerce. interdit Pour les d'honorer la mémoire de leur père ou de leur grand-père. Voilà grosso modo l'ambiance effectivement par rapport à cela, mais ça n'enlève pas effectivement que le colonialisme a été un facteur qui a déstructuré les structures sociales, politiques, religieuses, culturelles, ainsi de suite, anthropologiques de l'Afrique. Je pense qu'on va continuer d'en parler. Il a porté un coup historique irréparable. Et donc, il s'agit maintenant, justement, de voir la jeunesse africaine, qu'est-ce qu'elle doit faire, mais de façon indépendante et non pas de façon cadrée. Alors, mes chers amis, nous allons d'abord écouter M. Tebboune nous dire ce qu'il va nous dire. Ensuite, j'aurai une question à vous poser à tous les deux. ما مش طالب منك باش تعتذر الشيء اللي داروه جدودك، بالاقل اعترف الشهيد نتاعي، الشهيد نتاع المقاومة، الشهيد نتاع الكفاح المسلح، ملايير دولارات ما ترجعوليش وقيمته أغلى من هذا الشيء. مانيش طالب منك تعوض لي ماليا، أنا طالب منك تعوض لي معنويا. اعترف باللي كانت انت وليت قوة نووية وانا خليت لي المرض. ما زال سكاننا في رقان وفي ما زالوا يعانيوا من الانفجارات النووية، وانت دخلت في الكلاب دي بيي كي هم لا بومب اتوميك. اروح ننظف، ما قلتلكش حاجة أخرى، اروح ننظف برك الوسخ اللي خليته. ما تعطينيش دراهم، ما عندي ما ندير بدراهمك. Alors, je ne demande pas au colonialisme de s'excuser, je n'ai rien à faire avec ses excuses, je lui demande de reconnaître. Je ne veux pas de son argent, je veux une reconnaissance morale des crimes du colonialisme. Ce colonialisme qui est devenu une puissance nucléaire
pendant que nos enfants sont encore en train de mourir dans les lieux où ils testaient leurs armes nucléaires. Grosso modo, c'est ça. Sauf que maintenant, lors de cette rencontre d'Alger, il a dit le contraire. Il a dit non, il faut une réparation financière. Et M. Tebboune est coutumier du fait. Il dit une chose et il dit son contraire, sans état d'âme. Et la presse algérienne, elle non plus sans aucun état d'âme, qui le congratule pour ce qu'il a dit et qui le congratule pour le contraire de ce qu'il a dit. Voilà. Donc, est-ce que vous souhaitez parler de cet aspect des choses? Sinon, j'ai une question pour vous. Oui, dans la mesure où j'avais eu l'occasion sur une autre chaîne d'avoir été invité, où on nous avait passé cette vidéo, où j'avais réagi tout de suite en disant que c'était une grave erreur de dire que on ne réclame rien. Parce que quand on regarde, par exemple, la France, qui a été occupée par l'Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne paye. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne paye Israël. Et donc, je ne voyais pas, je ne comprenais pas que Abdelmajid Tebboune dise non, nous, on n'a pas besoin de réparation, on n'a pas besoin d'argent, et qu'ils n'ont qu'à venir nettoyer, si j'ai bien compris, nettoyer les lieux où ils ont essayé la bombe atomique. Or, je rappelle, peut-être que Théo ne connaît pas cet épisode, c'est vrai qu'ils ont commencé les essais nucléaires pendant la guerre de libération nationale, mais aussi que Boumedienne a autorisé ces essais nucléaires jusqu'en 1967, c'est-à-dire jusqu'à 78. Ah, merci. 78. C'est-à-dire jusqu'à la fin. Les essais bactériologiques. Absolument. Ouais. Ça veut dire jusqu'à la fin du programme d'essai. En cachette, le peuple algérien ne le savait pas, sauf les zones où les essais avaient lieu. Et le plus grave, c'est que, est-ce que vous avez, vous qui êtes journaliste, Théo, est-ce que vous avez déjà entendu parler des essais nucléaires israéliens quelque part? Non. Eh bien, maintenant, on commence à comprendre que la France, non seulement faisait les essais nucléaires pour son propre compte, mais aussi des essais pour le compte d'Israël, parce que c'est un petit pays, ils n'avaient pas d'endroit où ils pouvaient essayer leur fabrication. Et c'est de la France qu'il a pris la bombe atomique. Absolument. C'est de la France qu'il s'est servi. Donc voilà, il y avait des essais nucléaires pour le compte de la France et pour le compte d'Israël. Vous imaginez le scandale que ça peut faire, la gravité de cette affaire, et surtout pendant la période post-coloniale. C'est évident que quand on démêle les chevaux de la mémoire de cette manière, je pense que certains sont plutôt gênés par la mémoire plutôt que servis par cette mémoire. La mémoire, c'est quelque chose de dynamique. On peut essayer de l'emprisonner, mais elle peut nous échapper. Je pense que pour la question des réparations, il est impossible de tenir un discours continental sur le colonialisme sans parler de réparation. Parce que ailleurs, dans d'autres pays, la question des réparations se pose. Et il y a une forme de début de restitution, peut-être pas de réparation, mais de restitution qui a été engagée par Emmanuel Macron sur les biens, tout ce qui est d'ordre muséal, tout ce qui a été volé comme les crânes, par exemple. Comme les crânes des chefs de Madagascar, comme des objets d'art de certain nombre de pays, le Bénin notamment. Il y a une sorte de logique de repatriation qui est très difficile d'ailleurs à mener parce que... Oui, il y a un début de commencement. Il y a un début de commencement, donc il est impossible, parce que si vous dites que vous ne voulez pas de réparation, la question des restitutions, elle est encore plus difficile à mener. Et surtout, comme tu le disais, partout ailleurs dans le monde, la question dès lors qu'il y a crime, il y a réparation. Et même dans les traditions des religions monothéistes, quand il y a crime, il y a réparation. C'est difficile. Oui. D'autant plus que les crimes contre l'humanité sont de toute façon, comment on dit ça ? Imprescriptibles. Imprescriptibles. Et donc, moi personnellement,
si je pouvais me permettre, M. Benchenouf, moi, ce que j'aurais conseillé, si j'étais conseiller de M. Tebboune, je lui aurais conseillé de créer un institut africain d'études coloniales et le placer quelque part, soit à Sétif, Guelma ou Constantine ou Béjaïa, Gaïs, pour justement que ces faits coloniaux ne soient pas un objet politicien, mais que ce soit des chercheurs, créer un master et un doctorat autour de cette question, avec carrément un institut officiel universitaire qui puisse travailler là-dessus. Et d'ailleurs, moi, personnellement, j'ai eu à le dire sur le plateau d'une autre chaîne, et je crois même que j'ai eu à le dire avec M. Benchenouf, c'est que même la commission d'historiens avec Benjamin Stora, personnellement, je trouvais ça totalement insuffisant pour être dans l'euphémisme, parce qu'un travail pareil doit être fait par des démographes, par des économistes, effectivement par des historiens, par des psychologues, par des psychiatres, etc. Parce qu'au-delà de ramener des faits historiques, de travailler sur la mémoire, mais c'est surtout... quelques documents. Oui, mais c'est surtout, comment dirais-je, le traumatisme multiforme, encore une fois, économique, psychologique, anthropologique, psychogénéalogique, etc. C'est une déstructuration, mais alors complètement totale du tissu social africain qui a été fait pendant toute cette période noire. Donc on ne peut pas se contenter du travail d'historiens qui ne connaissent pas les effets psychologiques, les effets économiques, les effets financiers, ainsi de suite. Et encore moins se satisfaire des effets de manche de politiciens en rade qui exploitent, par exemple, pour revenir à ce sujet de la restitution. Prenez tous les musées occidentaux, ils sont quasiment emplis aux 3/4 de ce qu'ils appellent, eux, des prises de guerre. Donc, impossible de les restituer. C'est une prise de guerre, ça devient un droit inaliénable. Et d'acquisition commerciale. Ça veut dire qu'ils les ont achetés. Ils les ont achetés au temps du colonialisme, pour 4 sous. Achetés entre guillemets. Entre guillemets. Et donc, la question que je voulais vous poser à tous les deux est, en l'état des choses, comme vient de le dire si bien mon ami Hassan, c'est énorme. Ce ne sont pas 2 petites commissions constituées de 2 historiens, un de chaque côté, qui vont pouvoir aller dans le fond des choses. Pourquoi ne pas aller vers une dynamique africaine, continentale, composée essentiellement d'universitaires, dans tous les domaines, pas seulement des historiens, comme l'a dit Hassan, puisque c'est multiforme, ça va dans tous les sens. Et essayer d'initier une sorte de dynamique, vérité et justice, comme dans les cas de pays libérés de leurs despotes, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, où ils ont entrepris une dynamique vérité et justice pour faire d'abord connaître toute l'atrocité du système, et puis enfin aller vers le dénouement et la reconnaissance d'un côté comme de l'autre, pour enfin aboutir à comment on va régler ça. Comment on va d'abord reconnaître que si aujourd'hui vous avez une forte immigration dans vos pays occidentaux que vous êtes tout le temps en train de dénoncer, c'est parce qu'il faut que vous compreniez enfin que c'est la conséquence de votre colonialisme. Puis du despotisme qui a été hérité du colonialisme la plupart du temps. C'est les colonialistes qui ont installé leurs proconsuls, leurs despotes à domicile. Et donc, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'une dynamique, vérité et justice sur j'allais dire sur le terrorisme, sur le colonialisme... C'est une forme de terrorisme. Eh oui. Et sur tout ce qu'il a provoqué, est-ce qu'elle est possible entre le continent africain tout entier
puisqu'il a été entièrement colonisé du nord au sud, de l'est à l'ouest. En dehors de l'Éthiopie. En dehors de l'Éthiopie. Ouais. Et de l'autre côté, par les États occidentaux qui ont donc colonisé ces pays. Encore que l'Éthiopie, d'une certaine manière, elle a été colonisée par l'Italie. Elle a été occupée par l'Italie. Voilà. Je vous laisse... Alors, je dirais que poser la question, c'est y répondre. L'histoire est un objet politique. C'est un objet politique ici, c'est un objet politique en Amérique, c'est un objet politique partout. Et personne n'a envie que cet objet politique lui échappe. D'ailleurs, c'est pour ça que les commissions mémorielles, ce n'est pas qu'une question algérienne, c'est une question générale. Et Emmanuel Macron a été un peu le roi des commissions mémorielles un peu partout, parce que, en fait, quand vous envoyez et vous payez des historiens pour réécrire l'histoire, enfin pas réécrire, en tout cas restituer l'histoire, vous avez un contrôle là-dessus. Alors que si, effectivement, vous financez des chaires et des travaux universitaires sans contrôle, vous n'avez aucun contrôle. Et puis surtout, la subtilité de l'histoire apparaît. Or, la subtilité de l'histoire n'arrange pas les pouvoirs, de manière générale, et il n'arrange pas non plus les pouvoirs des pays qui ont été libérés par le sang de leurs enfants. Parce que, finalement, ça met aussi en lumière des choses assez détestables. Et on peut comparer, en réalité, ce qui s'est passé en Algérie à ce qui s'est passé en Afrique du Sud, des pays qui ont des histoires similaires. Et en Afrique du Sud, bien entendu, au moment avant l'arrivée de Nelson Mandela au pouvoir, il y a une forme de nettoyage. On a parlé de Chris Hani, qui était plutôt de l'aile dure, l'aile communiste de l'Afrique, du parti de l'ANC qui a été tué. Effectivement, en Afrique du Sud aussi, ce sont les combattants de l'extérieur qui ont pris le pouvoir. Et en Afrique du Sud, les anciens combattants, c'est une histoire plus récente, donc on a encore le matériau, ils sont frustrés parce que les anciens combattants de l'intérieur, les FFI de là-bas, en fait, les forces sud-africaines de l'intérieur, si on peut dire, en fait, n'ont ni le pouvoir, ni la reconnaissance. Bon, certains ont réussi à entrer dans l'armée nationale, aux côtés des anciens dominateurs et en position inférieure, parce qu'en général, ce n'étaient pas les gens qui avaient fait beaucoup d'études. Donc effectivement, si on ouvre dans le sud comme dans le nord le livre et qu'on y entre, on va premièrement avoir la certitude du caractère maléfique de la colonisation, mais on va entrer dans le dur de la politique intérieure contemporaine et dans la fabrique des dominations actuelles. Et la fabrique des dominations actuelles, bon, les gens n'ont pas forcément envie que l'on entre dedans, parce que il faut une histoire figée. Il faut une histoire figée pour faire de la bonne politique. C'est comme, de toute façon, ici en France, dès lors qu'on parle de la guerre d'Algérie, toute l'extrême droite s'agite, parce qu'elle veut aussi figer l'histoire à son profit. Donc c'est comme ça. Même pire que ça. Elle veut présenter la colonisation comme étant quelque chose de positif. Oui, parce que si la L'État l'a dit. Oui. Sarkozy l'a dit. Oui, tout le à fait. côté positif du colonialisme. Oui, et même... Il l'a dit, de la Chirac, colonisation. Oui, même Chirac, il avait fait passer carrément, je ne sais plus, une loi, un décret, disant les bienfaits parlant des bienfaits de la colonisation. Il a fallu une protestation pour une fois de l'Algérie de façon absolument radicale pour qu'il puisse retirer ce texte. Et donc, on voit bien que, d'un côté comme de l'autre, en fait, c'est le récit national. Voilà, c'est le récit national, mais le récit national n'est pas de l'histoire, c'est une histoire mise au service de la politique. C'est ça, la légende. Et pourquoi les historiens, pourquoi les sociétés civiles, les universitaires, pourquoi ne reprennent-ils pas la possession de ces phénomènes et de ces tragédies, j'allais dire, qui appartiennent à leur histoire? Pourquoi les laissent-ils entre les mains de régimes très souvent ou quasi totalement entre les mains de mafiocrates, de médiocrates, et qui s'en servent pour se faire mousser, pour se faire passer pour les dignes héritiers des libérateurs, etc. Je pense qu'ils veulent bien, mais les savants dans les cours européennes, dans les royaumes européens, étaient financés par les empereurs et les rois. Léonard de Vinci, toutes les beautés
de la culture européenne n'aurait jamais existé si elle ne s'était pas mise à l'abri. Oui, les mécènes. C'est pareil aujourd'hui. L'histoire, ça ne rapporte pas du cacao, du café ou du pétrole. L'histoire, ça coûte. Et bien entendu, l'université... C'est-à-dire, vous voulez dire que c'est des historiens de la cour? Pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une institutionnalisation des rapports de cours, mais au final... l'université est toujours, d'une manière ou d'une autre, sous la coupe du pouvoir politique, que ce soit en Occident comme en Afrique. C'est très intéressant ce que dit Théo. Là, on assiste par exemple à un scandale à l'université de Bijaya, de Gaïs. Il y a un doctorant qui voulait présenter sa thèse sur le mouvement culturel amazigh. Et puis il disait donc de la revendication à l'indépendance. Donc c'est évidemment un travail académique. Ça ne veut pas dire qu'il est pour l'indépendance ou pour la revendication de ceci ou de cela. Mais il voulait retracer, c'est un sociologue, retracer et voir qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là. Et donc c'est un travail absolument scientifique, académique, etc. Et on l'empêche de présenter sa thèse. Là, en ce moment, je ne me souviens plus de son nom, l'Arabie, comme ça. C'est incroyable. Voilà. Donc, il y a toute une polémique aujourd'hui. Au nom de quoi on l'empêche de séparatisme Voilà, absolument. Parce que, comme il y a un parti séparatiste, donc il ne faut pas qu'il en parle. Alors qu'il faut qu'il en parle. Justement, il faut qu'on connaisse la genèse, justement, de ce qui s'est passé pour en arriver là. Pourquoi on en est arrivé là? Maintenant, pour répondre directement à votre question, M. Benchenouf, c'est que il faut rappeler aussi, Théo va nous le dire pour au moins le Cameroun et peut-être pour d'autres pays limitrophes, c'est que pour l'Algérie, les historiens qui ont voulu travailler et qui travaillent justement aussi bien sur la période coloniale, c'est-à-dire le 19e siècle, que le 20e siècle et la guerre d'Algérie, malheureusement, ils sont tous partis. Ils sont, le plus illustre parmi eux, Mohamed Harbi, il est interdit de séjour dans son pays, il est chassé, c'est un réfugié politique en France. Et donc, effectivement, ils sont tous les travaux... C'est l'ex-colonisateur. Ben oui, tous les travaux, justement, scientifiques, d'historiens, de sociologues, d'anthropologues et même de psychologues, sur la guerre d'Algérie ou sur la colonisation d'une façon générale, malheureusement, pour la majorité sont en France ou au Canada, et donc ils n'ont pas le droit même d'éditer dans leur propre pays. Aujourd'hui, les livres de Mohamed Harbi, ils circulent, mais bon, pas trop en Algérie, on les retrouve dans quelques petites librairies, mais c'est ici qu'il écrit. Et malheureusement, la majorité des historiens et d'autres universitaires, encore une fois, il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi l'économie, il y a aussi la psychologie, la psychanalyse, etc. Et donc, malheureusement, d'ailleurs, je ne comprends pas, M. Benchenouf, comment, plus de 60 ans après l'indépendance, il n'y a pas un institut dans aucune université algérienne pour se spécialiser dans le fait colonial et parallèlement aussi dans le fait de l'immigration. C'est-à-dire que les jeunes Algériens n'apprennent pas ce qui s'est passé et n'apprennent pas ce phénomène absolument, qui a bouleversé notre peuple et nos sociétés. Donc là aussi, ce que je dis, quitte à me répéter, il est temps qu'en Algérie, il y ait au moins un institut, pour ne pas dire un institut dans toutes les universités algériennes, au moins un institut symboliquement, je dirais, à Sétif, pour rappeler justement les massacres du 8 mai 1945, un institut africain d'études coloniales et qui serait justement lié à la conférence d'Alger sur les crimes coloniaux et qui serait financé justement par l'Union africaine et avec un échange d'étudiants. Mais d'un autre côté, Hassan et Théo, d'un côté, donc, c'est la récupération, le fonds de commerce mémoriel, l'exploitation jusqu'à la trame, la parlotte. Mais de l'autre côté, côté colonialisme, comme vous venez de le souligner d'ailleurs,
c'est le déni. Si ce n'est pas le déni catégorique, c'est le déni malin, qui esquive, qui tourne autour du pot, calculateur, qui vous parle de colonialisme positif, des bienfaits du colonialisme, en rappelant, par exemple, pour ce qui est de l'Algérie, mais je présume que c'est le cas de tous les pays colonisés, que ce qu'a érigé le colonialisme, vous savez que toutes les villes algériennes, toutes, les villes européennes, je ne parle pas des Casbah, je ne parle pas des villes du Moyen-Âge, toutes les villes européennes, algériennes ont été fondées par le colonialisme. Par exemple, Alger, actuel Alger, le vrai Alger d'avant le colonialisme, c'est la Casbah, seulement la Casbah. Mais tout le reste d'Alger, c'est le colonialisme. Et c'est le cas de toutes les villes en Algérie, presque. Sauf que, quand je vous dis ça, vous dites « Ah, mais le colonialisme a donc fait des choses ». C'est vrai, les routes, les chemins de fer, les aéroports, les ports, les hôpitaux qui fonctionnent aujourd'hui. Hein. Mais ce qu'on ne dit pas suffisamment, pour répondre aux gens qui disent « C'est nous qui vous avons construit le pays », c'est que ça n'a été fait que pour les populations européennes de l'époque. Ce n'est que vers... Pire que ça. Oui. Ça a été aussi fait pour l'exploitation et le pillage. Par exemple, les routes, le chemin de fer. Les ports, les chemins de fer, les routes, les aéroports, etc. Pour exporter. Non seulement c'était pour effectivement, c'était au bénéfice de la minorité, c'est-à-dire le million d'Européens qui étaient là, mais c'est surtout une organisation structurelle, infrastructurelle, pour justement rendre efficace l'exploitation des richesses de la colonie. Et ce n'est que vers la fin, quand ils ont compris que la force n'allait pas permettre à la France de rester, qu'ils ont commencé à ouvrir les portes aux Algériens, à travers les écoles notamment, mais c'était trop tard. C'était marginal. C'était marginal et trop tard. Alors, à votre avis, ce déni, comment faire pour amener les anciens colons, les anciens colonisateurs, à se mettre autour d'une table avec leurs anciens colonisés pour essayer d'en parler, de faire une catharsis, une thérapie collective, de trouver les voies et moyens de rendre la justice? Alors, justement, ce qui m'a frappé, c'est que parmi les rares journaux en ligne français qui ont parlé de la conférence d'Alger, il y a beaucoup de médias d'extrême droite. Ils en parlent pour attiser la haine. En gros, ces gens-là, ils nous ont tout pris, ils veulent encore nous prendre de l'argent. C'est un peu ça. Donc, sous couvert de colonialisme, ils veulent encore nous arracher ce qu'on a, etc. Voilà. Ce déni, c'est également une sorte de caporalisation de l'histoire à des fins politiques et politiciennes. Parce que si vous fermez les yeux et que vous faites disparaître la question migratoire, la question de la xénophobie, la question du racisme nord-africain, anti-africain, anti-musulman, en fait, il y a beaucoup de politiciens qui sont au chômage. Donc il faut attiser ça. C'est une rente mémorielle également. C'est une rente mémorielle qui est basée sur des légendes et une histoire falsifiée. Mais on voit bien que, en fait, la France aurait dû être un des endroits à partir desquels s'érigent des savoirs postcoloniaux, puisque les enfants des victimes du colonialisme et les enfants des colonisateurs se retrouvent dans les mêmes universités, c'est-à-dire dans ce qu'on peut appeler la capitale de la francophonie, c'est-à-dire Paris. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les chercheurs français d'origine africaine, nord-africaine ou subsaharienne, qui travaillent sur les études postcoloniales, s'en vont aux États-Unis. Ils n'ont pas leur place ici. Et le mot séparatisme qui est utilisé en Algérie est utilisé aussi en France, dans la loi sur le séparatisme, pour justement chasser les wokistes et puis les musulmans, les séparatistes, enfin les chercheurs. Il y a une catégorie de savoir en France qui est considérée comme de l'anti-patriotisme, du wokisme, de l'islamo-gauchisme, etc. Tous ces mots qui ont été utilisés pour purger l'université française des chercheurs qui posent les problèmes dont vous parlez et qui nous permettraient d'avancer. En fait, personne ne veut avancer. Alors, peut-être que demain, l'histoire avancera. Peut-être que quand finalement celles et ceux qui ont été des soldats pendant cette guerre mourront d'un côté comme de l'autre,
on pourra imaginer quelque chose, mais c'est même pas sûr parce que la mémoire se transmet, la mémoire douloureuse, la mémoire névrotique aussi, se transmet de génération en génération. Alors, quand vous voyez que Jordan Bardella en France est considéré comme quelqu'un qui pourrait être président, alors qu'il n'est pas du tout, enfin, il est très loin de cette histoire, il n'est pas sûr que les gens qui ont connu cette histoire, comme les Jean-Marie Le Pen, les Jacques Chirac, que leur mort, leur trépas, ici et là-bas, puissent se faire avancer les choses, mais il le faudrait, parce que la paix naît aussi de la restitution de la vérité. Pour compléter... le mot de la fin, Hassan. Oui. On arrive à la fin. Juste alors, compléter ce qui vient d'être dit par Théo, c'est que même les Français qui travaillent sur ces questions ne passent jamais à la télévision. C'est-à-dire quelqu'un comme Alain Rouccio qui a écrit un livre absolument extraordinaire, dont le premier tome vient de sortir là, il y a quelques petits mois, sur la première guerre d'Algérie, c'est-à-dire depuis 1830 jusqu'à 1845, je crois, oui, et où il rapporte tous les détails justement des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des colonnes qui allaient dans les petits villages et qui pulvérisaient la société algérienne à l'époque complètement sans pitié. Ces gens-là, ils ne passent jamais à la télévision. Le seul qui a le droit de passer à la télévision, c'est Benjamin Stora, parce que lui, effectivement, il joue l'équilibriste. Et bon, là, sa seule spécialité, c'est Missa Ali Hadj, qui, entre parenthèses, a été contre le FLN et qui a été considéré à ce moment-là comme étant un ennemi de la révolution algérienne. Et il a réussi même à le réhabiliter en demandant à François Hollande, lors de son séjour en Algérie, il avait fait une visite officielle à Tlemcen et il avait demandé donc de faire pression sur le gouvernement algérien, sur le pouvoir algérien, pour la réhabilitation de Missa Ali Hadj, ce qui fut fait. Oui. Maintenant, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que Benjamin Stora est très intègre, qu'il a une façon d'entrer dans cette très sombre partie de l'histoire algérienne. On peut en parler un jour. De façon très mesurée. Son rapport, justement, dans le cadre de la réconciliation que lui a demandé le président Macron, eh ben, ce rapport-là, moi, je l'ai lu et relu, je l'ai annoté, etc. En fait, quasiment 80%, il défend sa communauté. Non seulement il défend sa communauté, mais en plus, il dit qu'il va falloir réhabiliter par-ci par-là au compte-gouttes un certain nombre de crimes qui ont été commis par la France coloniale, mais comme l'Arbi Ben Mhidi, comme l'avocat, comment il s'appelle déjà. Mais c'est justement cette reconnaissance au compte-gouttes, c'est pour dire, tout simplement, pour protéger en quelque sorte le colonialisme quelque part. C'est-à-dire, voilà, on va reconnaître de façon partielle, et moi, personnellement, je suis demandeur à ce qu'il y ait une émission là-dessus. Je vais en profiter, nous avons dépassé le temps de l'émission, mais... et encore une fois, mon dernier mot. Je donne à Benjamin Stora le droit de réponse, s'il souhaite venir ici, vous rencontrer, vous et d'autres, pour discuter de cette question. Je l'invite très volontiers. Avec plaisir. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amitié pour lui et je me ferai plaisir de le recevoir. Moi aussi, c'est un collègue. Je dirais même que c'est un ami, c'est un collègue. Nous avons enseigné dans le même institut. Nous lui donnons rendez-vous pour venir. Nous avons enseigné à l'Institut Maghreb Europe tous les deux, donc c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Mais sur cette question-là, on a énormément de divergences. Très bien, parfait. Cette émission est terminée. Merci beaucoup Théophile de nous avoir accompagnés. Ça a été un plaisir et j'imagine que c'est un plaisir pour nos téléspectateurs. Merci. Merci Hassan. Merci. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous.
Décryptage par Jamaldine Benchenouf.